Je voulais remercier donc effectivement Pascal Ricard, mais aussi bien sûr Ève Truillet, avec laquelle j'ai pas mal échangé finalement ces derniers mois. J'avais aussi été contactée par deux doctorantes depuis longtemps aussi. Donc ça m'a permis d'avoir la chance de venir ici, et c'est toujours très agréable de venir à Aix. J'ai conçu cette proposition de conférence comme une sorte d'ouverture. Effectivement, je voulais vous parler du droit international de la culture, du droit international du patrimoine, mais j'entends mon propos aussi comme une sorte de main tendue, vous allez voir, dans le sens où, voilà, effectivement, il me semble qu'arrivé à un certain stade de maturation, le droit international de la culture a besoin d'aller vers les autres matières, et je pense, après je prêche sans doute pour ma paroisse, mais que les autres matières ont aussi besoin sans doute de comprendre un petit peu mieux le droit international de la culture. Les quelques réflexions que je vais modestement vous livrer, là ça va être plutôt des pistes générales, sont issues de différents écrits et lectures, mais aussi plus particulièrement de la réflexion que j'ai pu conduire en deux occasions. Je pense ici au travail de production du livre blanc de l'ILA, l'Association de droit international, qui a été terminé il y a quelques mois, qui donc est censé faire l'état du droit international de la culture aujourd'hui et des questions qui vont se poser pour l'avenir. C'est un travail qu'on a conduit avec un groupe de 11 universitaires venus des différents pays, différents continents. Ensemble, qui nous a conduit à mettre en place un certain nombre d'interviews et d'essayer ensemble de faire émerger des pistes de réflexion et des points de blocage éventuels du droit international aujourd'hui. Et puis, de manière plus locale, dans mon université actuelle de rattachement à Toulouse, on a monté un axe de recherche qu'on a appelé patrimoine au pluriel, qui se veut mêler le patrimoine culturel et le naturel. Alors on est plus sur le patrimoine culturel, mais l'idée c'est d'essayer quand même d'arriver à une synergie, et donc de réfléchir non pas à la protection de l'environnement comme on peut le faire de manière peut-être plus classique, mais à l'environnement comme aussi un patrimoine, et de voir quels peuvent être les points de synergie entre les deux. Alors, faut-il désenclaver le droit international de la culture? Si je pose la question, c'est que la réponse est sans doute assez claire, donc ma réponse sera évidemment oui. La question est ici rhétorique. D'une manière générale, je voulais vous commencer par voir un petit peu pourquoi cette question, comment on a pu arriver, à mon avis, dans le processus de maturation, en quelque sorte, du droit international de la culture à l'émergence de cette question que je vous pose aujourd'hui. Et ensuite, j'ai choisi deux domaines thématiques sur lesquels je voudrais mettre l'accent, parce qu'il me semble être d'autres domaines du droit international qui auraient intérêt à croiser davantage le droit international de la culture. Alors pourquoi cette question peut-il désenclaver le droit international de la culture? Assurément, le droit de l'international de la culture n'est pas une branche du droit. Hein. J'adopte ici une approche tout à fait empirique. Droit international de la culture, c'est pour dire droit international du patrimoine culturel, mais plus que ça, puisque par exemple, si on parle de la diversité culturelle, la Convention sur la diversité culturelle, ça relève des problématiques de commerce international. Donc on est plus dans le droit international économique que dans d'autres domaines. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche générale sur ce qui serait couvert par l'expression droit international de la culture. La première difficulté, c'est que ce droit international de la culture est rarement identifié comme un objet d'étude en soi, alors que ça va être le cas, par exemple, facilement. On perçoit aisément ce qu'est le droit international de l'environnement, le droit du désarmement. Le droit de la culture, finalement, c'est plus saugrenu, peut-être. Et pourtant, le droit international de la culture existe en quelque sorte. Hein. Il est largement le produit d'une construction qui sans doute a été très façonnée par l'UNESCO, et donc par sa vision des choses nécessairement, ce qui veut dire qu'on a produit un droit international de la culture qui prend largement appui sur ce que j'appellerais le langage du multilatéralisme, et aussi par la force des choses sans doute sur un langage largement
occidentale, malgré des tentatives de réajustement récents. Par exemple, je fais exprès de parler de droit international de la culture et pas du droit du patrimoine culturel, même si en réalité, je vais essentiellement parler de patrimoine, ce que nous on appellerait le patrimoine, parce que la notion de patrimoine culturel est très occidentalo-centrée. C'est-à-dire que c'est une certaine perception déjà de la culture que de la concevoir comme un patrimoine qui doit être préservé et donc ne pas bouger dans le temps, rester figé en quelque sorte, alors qu'on peut penser que dans certaines cultures, le patrimoine, au contraire, va perdre sa dimension patrimoniale s'il est déplacé. Ou s'il a été utilisé. Par exemple, un objet magique peut perdre sa magie s'il arrive dans d'autres mains, ou au contraire, il peut même devenir maléfique. Donc il n'est plus, en quelque sorte, il a perdu sa qualité de patrimoine culturel. Donc il faut faire attention avec ça. Et en dehors du champ du droit, d'ailleurs, il y a beaucoup de spécialistes, de critical studies notamment, qui travaillent à une réflexion là-dessus. Le droit international de la culture, je vous disais, il a été largement produit essentiellement par l'UNESCO. C'est un droit qui s'est construit par phase, par étapes successives, lesquelles lui ont sans doute permis de forger progressivement son identité. Au XIXe siècle, on a vu apparaître les premières règles qui traitaient de problématiques culturelles. Mais ces premières règles, elles étaient cantonnées au champ du droit des conflits armés. Et puis, elles ne cernaient pas l'objet culturel en tant que tel. En fait, on disait il ne faut pas porter atteinte aux monuments dédiés à la religion, à l'éducation, à la culture. Ça restait des périphrases. On n'avait pas cerné l'objet culturel en tant que tel. On protégeait par exemple beaucoup les lieux de culte, plus que le patrimoine culturel. C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que finalement les projets qui avaient peut-être germé un peu dans l'esprit de certains dans l'entre-deux-guerres ont pu voir le jour, et donc que finalement s'est construit l'UNESCO, et que l'UNESCO a produit la première convention qui nous parle de biens culturels. L'émergence de la notion de bien culturel, elle est extrêmement récente, ça date de 1954. Et on est encore dans le champ seulement, en quelque sorte, du droit des conflits armés. C'est dans ce champ-là, encore une fois, qu'on a vu émerger une notion uniforme avec la Convention de la Haye du 14 mai 1954 qui protège les biens culturels contre les attaques et aussi avec ses protocoles additionnels contre les pillages, etc. Dans une étape ultérieure de maturation en quelque sorte, en 1972, il y a la fameuse Convention du patrimoine mondial. Et là, on voit qu'on a changé de vocabulaire. On ne parle plus de biens culturels, on parle de patrimoine. Et avec ce patrimoine mondial, on va renvoyer à des biens immeubles, des biens meubles, mais aussi des sites. Par exemple, un centre monumental, un centre-ville peut être un site patrimonial. Et ensuite, on va le voir, il y a eu pas mal d'évolutions autour de ça. En tout cas, on commence à parler de patrimoine. Donc on voit qu'on change. Et il y aura une dernière évolution, c'est le moment où le patrimoine va devenir aussi immatériel. Et c'est là qu'on commence, d'une certaine façon, à désoccidentaliser aussi la perception principale qu'on a pu avoir des biens culturels, du patrimoine, qui au départ était centré là-dessus. Donc on voit qu'il y a eu quand même un sillage qui a été dressé par l'UNESCO, tracé par l'UNESCO, et qui a permis une évolution par étapes successives. Il me semble qu'aujourd'hui, on entre dans une phase nécessaire de refonte de l'ensemble, peut-être à une phase de maturation, où on a intégré, ça y est, une pluralité d'éléments dans le patrimoine, mais on a sans doute besoin d'une approche moins spécialisée. Aujourd'hui, il y a un réel besoin de transversalité, c'est très à la mode dans plein de matières, mais je crois que sur la protection du patrimoine, c'est particulièrement vrai. Notamment parce que la notion de patrimoine, déjà en tant que juriste, ce qui interpelle, c'est qu'elle n'est absolument pas propre à la culture. La notion de patrimoine, c'est une notion juridique phare qu'on partage avec publicistes, privatistes, qui a fondé les traditions juridiques essentiellement occidentales, et puis qu'elle a une dimension culturelle, naturelle, mais aussi économique. Donc on perçoit l'épaisseur de la notion. Elle va déjà concerner le pas qu'il faut sans doute faire vers d'autres disciplines scientifiques.
et le pas aussi à faire vers d'autres branches du droit international, enfin d'autres parties du droit international. Je crois qu'un des domaines justement qui occupe certains ici, dans lesquels on voit vraiment ce besoin de transversalité, c'est par exemple la question des restitutions. On ne peut pas saisir l'épaisseur de la problématique des restitutions, répondre à des demandes de restitution sans faire appel à des non-juristes qui vont être capables de dire, avec leur expertise, quel est le bien qui effectivement doit être attaché à tel peuple, est-ce qu'il est véritablement important pour ce peuple, etc. Donc on ne peut pas se passer de cette étape essentielle en tant que juriste. Et d'ailleurs, on voit se développer des nouveaux diplômes, des nouvelles spécialités, par exemple la recherche de provenance, qui atteste bien du fait qu'il faut être au croisement entre, par exemple, histoire de l'art et droit. Bon, et puis évidemment, hein, le besoin de sortir du seul carcan du droit international de la culture, il est aussi celui d'aller vers les droits internes pour arriver à une certaine effectivité. C'est assez curieux, si on prend le cas de la France par exemple, on voit un décalage, il y a un décrochement. La France protège globalement bien son patrimoine, on le sait, mais il y a d'un côté les sources internationales, de l'autre côté les sources internes, mais il n'y a pas nécessairement de dialogue et de correspondance. Par exemple, pour protéger le patrimoine mondial, on a des règles internationales, la France est partie, etc. Et puis on a des règles internes qui font que effectivement les biens du patrimoine mondial bénéficient d'une protection, mais pas au titre juridiquement pas sur le fondement juridique qui est leur rattachement à la liste du patrimoine mondial. Donc il va y avoir par moment, par conséquence, nécessairement des contradictions, une sorte de fragmentation de la protection, de la construction de la protection. Puis parfois le droit international va au contraire pousser le droit interne, notamment le droit français, à des évolutions. Et je pense ici au patrimoine immatériel, qui traditionnellement ne faisait pas l'objet d'une protection en droit français, alors qu'aujourd'hui, il y a la loi CAP qui l'a intégrée, et puis il y a 500 pratiques culturelles qui ont été françaises, qui sont protégées à l'UNESCO. Donc, là où je veux en venir à ce stade de mon propos, une sorte de grosse introduction, hein, c'est l'impossibilité, à mon sens, pour le droit international du patrimoine, le droit international de la culture, de continuer à gérer seul toutes ces questions. Et donc, il y a sans doute un besoin aujourd'hui à la fois de diffuser la connaissance des normes qui poussent à la protection du patrimoine, mais aussi d'intégrer sans doute des besoins de protection du patrimoine dans des instruments non spécialisés, des instruments juridiques, pour essayer d'arriver à une meilleure convergence des objectifs et des moyens, et une mise en commun, en quelque sorte, des moyens qui peuvent être mis au service d'une cause commune. Alors, comme je vous l'indiquais il y a un instant, ce que je vous propose, c'est d'illustrer cette dynamique générale que je voulais mettre en avant en faisant des incursions dans deux branches du droit international que j'ai choisi. On aurait aussi pu parler du droit de la propriété intellectuelle, du droit des espaces, espaces maritimes, espaces extra-atmosphériques par exemple. Mais j'ai choisi ces deux domaines parce que d'une part, ils me paraissent particulièrement problématiques sur le plan du droit et sur le plan des conséquences juridiques, des conséquences pratiques qu'on va avoir d'une mauvaise réglementation, mais aussi parce que je sais que dans cette UMR, ça fait partie des thématiques qui vous intéressent sans doute davantage de par vos travaux. Donc je vais prendre les deux exemples qui sont le droit de l'environnement, la problématique de la protection de l'environnement et la problématique des droits de l'homme. Je crois qu'on a ici vraiment une sorte d'illustration de in concreto et sur un domaine particulier de ce que peut être la fragmentation du droit international en tant que fragmentation des sources. On a une production de sources par des acteurs qui sont spécialisés dans des matières, ne se parlent pas nécessairement entre eux. Et donc, on produit des droits, des systèmes normatifs qui sont cohérents en eux-mêmes, mais qui fonctionnent en silo. Ce qui conduit d'abord une méconnaissance du droit produit par ailleurs, et donc de l'utilité qu'il pourrait y avoir à utiliser ces règles de droit, et qui conduit donc in fine à une perte d'efficacité d'ensemble, sans doute, des dispositifs normatifs. On a en réalité plusieurs sources, plusieurs objectifs, plusieurs logiques,
plusieurs auteurs de normes. Et on produit, par exemple, un droit de l'environnement qui est parallèle au droit de la culture, alors que parfois, il y a des notions, des domaines qui devraient être au croisement des deux. Par exemple, si on regarde la convention cadre de Faro, qui est une convention du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, c'est une convention du 27 octobre 2005, il y a un article 8 qui s'intitule « Environnement, patrimoine et qualité de la vie ». Je me suis dit, tiens, je vais enfin trouver quelque chose sur la protection de l'environnement en lien avec la culture, mais en fait, ça n'en parle pas. Et donc, on se dit, bon, même quand, en fait, c'est l'environnement, par exemple, urbain, etc., du patrimoine, mais qui est envisagé en tant qu'élément et non pas en tant qu'objet de règles de protection et dans la synergie avec la question culturelle. Donc, on a vraiment du mal à trouver un fil commun et finalement un croisement de ces différentes règles. On y reviendra, hein, par exemple, du point de vue aussi du droit à l'environnement, droit du changement climatique. Si on regarde la déclaration de Stockholm, par exemple, 72, il y avait un groupe de travail lors de la conférence sur les questions culturelles, et puis il n'y a rien eu après. Ça n'a rien donné. Donc on voit qu'il y a eu des moments comme ça où on s'est dit, tiens, il y a quelque chose, et puis plus rien. Alors justement, si on creuse sur les rapports avec le droit de l'environnement, je ne suis pas du tout spécialiste du droit de l'environnement, mais j'en fais comme ça aux alentours de mon sujet. On perçoit quand même que la problématique de la rencontre entre le droit de la culture et le droit de l'environnement me paraît surgir de façon croissante. Et il y a plusieurs aspects qui, à mon sens, requièrent une meilleure articulation de l'appréhension juridique respective des deux questions. D'ailleurs, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits culturels, donc auprès du Conseil des droits de l'homme, a bien désigné le changement climatique, par exemple, comme un threat multiplier, un démultiplicateur de menaces, qui venait donc multiplier les menaces contre le patrimoine culturel. Rajouter en gros des difficultés à un patrimoine culturel qui a déjà du mal par ailleurs à être protégé. Donc il y a un certain nombre de points de convergence entre la problématique environnementale et la problématique culturelle. D'abord, ça porte, comme on vient de le voir, sur la question des atteintes qui peuvent être faites au patrimoine culturel, puisque l'essentiel du droit de la culture est un droit de protection de la culture. Atteintes qui peuvent être faites, par exemple, à des biens culturels, à leur intégrité matérielle, du fait de difficultés environnementales. Par exemple, la pollution qui va abîmer en centre-ville des monuments progressivement. Et donc ça fait partie des premiers instruments de l'UNESCO qui se sont intéressés à ce type de problématique. Et puis des risques d'atteinte aussi au patrimoine immatériel. On y pense peut-être moins directement, mais par exemple... une population déracinée suite à une migration climatique va avoir du mal à continuer d'exercer ses pratiques culturelles, puisque celles-ci nécessitent d'être dans un certain lieu, etc. Donc le fait d'être... D'ailleurs, le dernier rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits culturels portait sur les migrants. Et on n'est pas vraiment que sur le réfugié climatique, mais migrants et droits culturels. On voit que là, il y a une problématique qui peut avoir une origine environnementale. L'environnement va être un facteur démultipliant les problématiques culturelles. De la même façon, on peut penser à l'élevage des rennes qui, pour les Samis, en nord de l'Europe, est la base de leur culture. Et on voit bien, par conséquent, que l'évolution de l'environnement naturel pose également des problématiques d'ordre culturel. Il y a tout un travail maintenant du Programme alimentaire mondial qui essaye de proposer, suggérer aux populations, par exemple du Groenland, dans la même veine, de changer de régime alimentaire, c'est-à-dire en fait de perdre leur régime alimentaire traditionnel, parce qu'en ne mangeant que du poisson, traditionnellement, maintenant ils ont des taux d'exposition au mercure qui sont hallucinants. Et donc, il va y avoir des problèmes autres. Donc, ça devient la santé contre la culture. Mais là, on est vraiment au croisement entre les deux types de problématiques. Dernière chose, j'ai travaillé là-dessus il y a quelques temps. La montée du niveau de la mer va également poser énormément de problèmes. Il y a plein de sites qui sont en bord de mer. Alors, évidemment, l'exemple emblématique qui, à chaque fois...
frappe les esprits, c'est Venise. 97% du site de Venise va à terme, d'après les calculs, être sous l'eau, submergé. Donc voilà, et puis ça va être le cas de beaucoup de sites, hein, surtout sur le pourtour méditerranéen, où ils ont tendance à être en bordure de côtes, avec des côtes assez dessinées, mais il y a aussi d'autres régions du monde, bien sûr, qui sont concernées. Les changements environnementaux peuvent aussi provoquer des risques de mutation des biens culturels qui peuvent changer de catégorie. Si je reprends le cas de l'ensevelissement de certains sites, comme il y a un régime juridique pour le bien culturel qui se trouve sur la terre, hein, le cas classique, et un autre régime pour le bien qui est sous l'eau, il va changer de régime juridique, donc il va falloir le reclasser. Mais en plus, on n'a pas anticipé ça, donc dans la convention qui devrait s'appliquer, en fait, on a un critère d'ancienneté. Ce qui voudrait dire, si on ne change pas les choses, que le bien qui vient d'être enseveli du fait de l'élévation du niveau de la mer, a priori, pour l'instant, n'est pas protégé pendant 100 ans, puisqu'il n'a pas l'ancienneté sous la mer. Donc il y a plein de règles qui sont absolument inadaptées aux évolutions actuelles. Et puis bien sûr, il y a toutes les activités humaines, qui peuvent porter atteinte à la qualité de notre environnement et par conséquent également aux biens culturels. Et d'ailleurs, il y a pas mal de réflexions à l'heure actuelle sur le croisement entre développement durable et protection du patrimoine. Donc on est aux confins, certes, de protection environnement, mais aussi de l'économie et puis de la protection du patrimoine culturel. Je vois principalement deux facteurs de rencontre entre les problématiques culturelles et environnementales. Donc il y a cette culture saisie par les problématiques environnementales, comme on vient de le voir. Et puis il y a aussi que, de manière peut-être plus ontologique, plus substantielle, les croisements entre nature et culture tendent à être de plus en plus pris en considération dans la définition même du patrimoine. La nature devient un patrimoine. Et à partir de là, on la change peut-être dans une certaine mesure de catégorie, ou en tout cas, on a une manière d'appréhender la nature qui ressemble à la façon qu'on peut avoir d'appréhender la culture, qui du coup, comme on parle de patrimoine, va vouloir peut-être être plus figé, et en tout cas être dans une optique de protection, de préservation, d'identification de certains sites, certains éléments qui seront fondamentaux et vont du coup bénéficier par suite de ce type de protection. La nature peut être un patrimoine culturel ou être très proche du patrimoine culturel, et cette perméabilité entre nature et culture, on l'aperçoit de façon privilégiée en certaines occasions, dans certaines situations. Par exemple, premier point, la notion de patrimoine culturel, je vous disais il y a un instant, est apparue au moment de la Convention de 72 sur le patrimoine mondial. En fait, c'est cette notion de patrimoine mondial qui est clé. Parce que le patrimoine mondial, on parle toujours du patrimoine culturel, mais il peut être culturel ou naturel. Donc ça, déjà, c'est un premier élément de réflexion sur la façon d'appréhender la nature. Mais surtout, on y reviendra, il y a une certaine perméabilité maintenant des patrimoines culturels et naturels au sens de l'UNESCO. Et une autre situation de fait, cette fois, dans laquelle on va avoir une grande perméabilité entre patrimoine culturel et naturel, c'est la question des cultures autochtones. Populations autochtones pour lesquelles, de façon récurrente, on mêle composantes naturelles et culturelles dans la perception de ce qui est un bien ou un espace identitaire, et donc principalement qui va avoir une signification culturelle et mériter une protection aussi à ce titre, pas uniquement en tant que site naturel par exemple. On sait que les peuples autochtones sont très souvent particulièrement liés à leur espace de vie. La définition même du peuple autochtone implique qu'on prenne en considération cette dimension géographique de l'implantation humaine, du groupe humain considéré. Et parfois, il y a cette idée d'un espace qui abrite des forces naturelles, sacrées, symboliques, etc., desquelles vont dépendre l'identité de la population. C'est quelque chose qui a été perçu très tôt, à l'échelle de l'évolution des réflexions. En 1986, déjà, Martínez Cobo, le rapporteur spécial de la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies à l'époque, avait mentionné cette dimension particulière de l'identité culturelle autochtone. Et ensuite, ça a été repris de manière réitérée dans des instruments internationaux, le projet de déclaration interaméricaine sur les droits des peuples autochtones de l'OEA,
ou encore les travaux des rapporteurs spéciaux ultérieurs comme Stavenhagen. Et on le retrouve, on y reviendra, dans la jurisprudence par exemple de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui va sous cet angle changer sa perception et prendre en considération, avec son ouverture d'esprit, on va dire, qu'on connaît moins sur ce continent, l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres et les territoires. Donc il y a une vraie considération de la spécificité du lien ancestral, culturel, qui unit le peuple au territoire. A priori, initialement, si on prend par exemple le cas du droit du changement climatique, on voit qu'il n'y a presque pas d'articulation entre droit du changement climatique et droit du patrimoine culturel. A priori, il y a une très faible articulation, et quand on rencontre des connivences, c'est surtout dans le champ du droit du patrimoine mondial. Donc le patrimoine culturel est à bien des égards un grand absent du droit du changement climatique, en dépit de quelques avancées avec la mise en place de certains groupes de réflexion, etc. On peut néanmoins relever qu'une nouvelle approche est sans doute en marche, lentement, dans le droit, qui commence à faire évoluer, permet de dépasser peut-être une approche trop traditionnelle, trop patrimoniale, peut-être occidentalo-centrée de ce que doit être la protection de la culture et la protection de la nature. Et je vais vous citer deux nouvelles qualifications, par exemple, dans le champ du droit du patrimoine culturel, qui attestent, je crois, de cette nouveauté. D'abord, ce n'était pas dans la Convention du patrimoine mondial en 1972, mais progressivement, la pratique a conduit à mettre en place une catégorie spécifique, les biens mixtes. Mixtes parce que culturels et naturels. Par exemple, plus près de mon université d'exercice, le site du massif calcaire des Pyrénées-Montperdu, site transfrontière franco-espagnol. C'est un site donc naturel exceptionnel qui présente la particularité sur le plan culturel d'abriter des pratiques de transhumance qui datent du Moyen-Âge et qui font qui sont restées identiques, qu'on constate une similarité des pratiques et des modes d'expression, des modes de vie de part et d'autre de la frontière franco-espagnole qu'on ne retrouve pas dans la vallée. Donc vraiment la séparation s'est faite au bas et non pas de manière verticale en suivant la ligne de crête de la vallée. D'une autre manière, une autre notion toujours dans le droit du patrimoine mondial qui est vraiment une sorte de communion entre la nature et la culture, c'est la question des paysages. Les paysages peuvent être appréhendés en droit comme un domaine de désenclavement de ces raisonnements en silo. Donc dans la Convention du patrimoine mondial, on a vu au bout d'un moment apparaître cette notion de paysage culturel. Aujourd'hui, on la trouve au paragraphe 47 des lignes directrices qu'on appelle les orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Et ce paysage, il est une œuvre conjuguée de l'homme et de la nature. Donc on essaye de voir comment les deux choses ont pu être articulées. Il y a plusieurs sous-catégories, donc je vous ferai grâce de tout le détail, mais en gros, d'abord, première hypothèse, il s'agit d'un paysage qui a été conçu et créé intentionnellement par l'humanité. On cite l'exemple des jardins autour des châteaux. Il y a un travail culturel sur le paysage. Le deuxième exemple, la deuxième catégorie, c'est le paysage qui est nécessairement évolutif parce que ça peut être un paysage relique ou fossile, bâti selon un processus évolutif qui s'est arrêté à un certain moment mais qu'on perçoit encore, ou alors un paysage qui conserve aujourd'hui un rôle social actif dans la société contemporaine et qui a su s'adapter au mode de vie moderne, contemporain. Et puis il y a aussi ce qu'ils appellent le paysage culturel associatif, l'expression est un peu particulière. Ce sont des paysages qui vont être dépourvus de toute trace matérielle d'existence culturelle. En fait, pour caricaturer un peu, ça va être le paysage un peu magique, dans lequel il va y avoir peut-être une sorte de transcendance pour, par exemple, une population autochtone, peut-être imperceptible pour les autres, mais on va y associer des phénomènes religieux, artistiques ou culturels. C'est le lieu d'exercice de ces pratiques. Et donc, en tant que tel, il mérite d'être protégé pour la nature et
pour la culture. Et d'ailleurs, cette protection du paysage ne se limite pas à l'UNESCO, puisque le Conseil de l'Europe a adopté la Convention de Florence sur les paysages. C'est la première convention internationale au niveau mondial qui se concentre sur cette problématique paysagère, qui promeut la protection, la gestion, l'aménagement et la coopération internationale dans la protection de paysages. Donc avec ces exemples, on voit quand même qu'il y a une évolution, mais je crois que tout cela est quand même largement insuffisant. D'une manière générale, en dehors de ces petits éléments tête d'épingle en quelque sorte, on reste encore aujourd'hui avec un droit international qui a 2 corps de règles, insuffisamment, voire non articulés entre eux. Et donc il paraît nécessaire de travailler véritablement en collaboration, je pense, pour essayer d'aller plus loin. Alors à l'heure actuelle, si on prend par exemple le droit du changement climatique, ce sont plutôt les acteurs du changement climatique qui ont l'air de tendre la main aux acteurs du monde de la culture, par exemple en invitant des populations autochtones dans les conférences, etc. Dans l'autre sens, c'est plutôt les instruments internationaux ou l'UNESCO qui, dans sa pratique, va reprendre, recopier ou dire qu'on va prendre en compte les logiques du droit international de l'environnement, mais sans nécessairement aller beaucoup plus loin. Donc il y a des appels en fait à aller plus loin, mais guère beaucoup plus. Ce qui est aussi frappant, c'est la question des catastrophes naturelles. Dans les faits, les catastrophes naturelles, typiquement, posent beaucoup de problèmes, évidemment, pas seulement aux sites culturels, mais aussi aux sites culturels. Au Pakistan, par exemple, qui va être un des pays les plus affectés par le réchauffement climatique, la fonte rapide des glaciers de haute montagne, la mousson, par exemple, en 2022, ont provoqué des très grosses inondations qui ont affecté plusieurs, par exemple, des sites du patrimoine mondial ou des sites patrimoniaux. La vallée fluviale, par exemple, entre Islamabad et Lahore, ou des ruines archéologiques qui sont sur la liste du patrimoine mondial, les ruines de, je ne dois peut-être pas prononcer correctement, Mohenjo-Daro, etc. Et le problème, c'est qu'il y a pas de dialogue sur ces questions. La problématique est gérée un peu comme ci, comme ça, au fur et à mesure des besoins et des réactions ad hoc qui sont formées, avec par exemple l'UNESCO en 1966 qui a monté sa grande campagne pour sauver Venise et puis qui ensuite avait été sauver les temples de Nubie, déplacer les temples morceau par morceau avec la construction du barrage Nasser. Mais on ne va pas très loin. Alors, le comité du patrimoine mondial a quand même adopté une stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur le patrimoine mondial. Ils essayent aussi de travailler sur les conséquences sur le patrimoine immatériel, mais on reste vraiment dans du droit mou, dans des instruments d'incitation. Plus rapidement, en dehors du champ de la protection de la nature, je crois que c'est presque plus... ça peut peut-être être plus fondamental dans le sens où ça peut peut-être avoir encore plus d'incidence. Je crois que la protection internationale des droits de l'homme peut aussi apporter à la protection de la culture et réciproquement dans une certaine mesure. Il y a là aussi une imperméabilité traditionnelle importante entre les 2 corps de règles. Finalement, ce sont 2 corps de règles qui sont apparus de manière parallèle et simultanée à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont bâtis en parallèle alors que finalement des ponts pouvaient facilement être mis en place, par exemple entre la proclamation de certains droits culturels d'un côté et puis des grands préambules qui énonçaient des principes de coopération culturelle, d'importance de la culture pour l'homme, mais de manière isolée à côté. Donc on a vraiment une sorte d'indifférence réciproque de départ, même si ensuite dans la pratique, on voit des modes de raisonnement qui vont permettre peut-être de faire un peu le pont. Il y a un domaine, alors c'est pas vraiment du droit international des droits de l'homme, mais c'est la protection de l'humain, qui me paraît particulièrement symptomatique, c'est la question du génocide. On lit souvent, on entend, il y a un génocide culturel, etc. Par exemple, même Irina Bokova, donc ancienne directrice générale de l'UNESCO, avait dit qu'il y avait
un génocide culturel, par exemple, à propos de la destruction des patrimoines irakiens, libyens, syriens par Daesh. On l'a entendu aussi de la bouche du rapporteur spécial du Comité des droits de l'homme pour l'Afghanistan en 1996, disant « Le trafic de biens culturels afghans constitue un génocide culturel ». En réalité, quand la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide a été discutée, au début, il y avait une catégorie génocide culturel. Et cette catégorie a été retirée sciemment de la Convention. C'est-à-dire qu'on l'avait pensée et on l'en a retirée. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, tout génocide est culturel. En fait, c'est la définition du génocide qui suppose qu'il y a un élément culturel. C'est la différence, en quelque sorte, avec les autres crimes. Et le crime contre l'humanité, de fait de cibler une population en raison de ses caractéristiques culturelles. Donc, par essence, ils ont dit, tout génocide ayant une dimension culturelle, comment isoler le génocide culturel? Alors, on voit que là, dans les exemples que je vous ai cités, il n'y avait plus de dimension humaine dans le génocide culturel. C'est peut-être là que le bas blesse, ou en tout cas qu'il y a une différence. Mais néanmoins, je trouve qu'ici, on voit bien, avec cet exemple, la problématique à laquelle on est confronté, hein, savoir s'il faut, et dans quelle mesure, intégrer la problématique culturelle en tant que telle, de manière autonome, dans un certain nombre de raisonnements qui portent sur l'humain, et qui ont nécessairement déjà une dimension identitaires, qui comprennent une dimension identitaire ou humaine, mais dont on ne sait pas très bien quelle est la place qu'il convient de lui accorder pour concevoir les règles, on va dire, idoines. Il y a pas mal d'instruments de protection internationale des droits de l'homme qui traitent des droits culturels et qui ont servi, en réalité, aux juridictions internationales, aux quasi-juridictions, aux différents organes, plus généralement de la protection internationale des droits de l'homme, pour de point de départ, de fil d'Ariane, pour permettre petit à petit de réussir quand même à protéger certains aspects du patrimoine culturel, de la culture des peuples. Bon, certes, il y a l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais ensuite, au niveau du droit conventionnel, on a par exemple le droit de participer à la vie culturelle, qui est reconnu par beaucoup d'instruments. Le pacte international sur les droits civils et politiques, par exemple, mais aussi la charte africaine, la déclaration de Bogota, la déclaration universelle sur la diversité culturelle, etc. À chaque fois, on voit réapparaître ce droit de participer à la vie culturelle. Et par le biais de ce droit, finalement, on a pu voir, par exemple, dans la jurisprudence, entre guillemets, du Comité des droits de l'homme, un biais utilisé pour protéger aussi les biens eux-mêmes ou les biens immatériels de certains peuples ou de certaines populations. Évidemment, dans le cas des peuples autochtones, on a plus de règles qui sont centrées sur cette question, cette problématique de la protection culturelle, hein, qui est l'un des éléments évidemment fondamentaux l'un des paradigmes fondamentaux de la protection de ces peuples autochtones. Et par exemple, dans la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, on a l'article 31 qui traite directement de la protection du patrimoine culturel et de sa dimension économique. La nécessité aussi de prendre en considération et de protéger cette dimension économique. Alors je l'évoquais il y a un instant, hein, je ne vais pas donner trop d'exemples, mais je trouve qu'il y a un cas qui est particulièrement significatif de l'apport que peuvent avoir les organes de protection des droits de l'homme dans le pont qui peut être jeté entre protection des droits de l'homme et protection du patrimoine, et aussi voir dans quelle mesure finalement on peut combler les zones grises de la protection du patrimoine grâce au droit international des droits de l'homme. C'est encore une fois le raisonnement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui ne se sert pas uniquement des droits culturels pour protéger le patrimoine. Par exemple, il y a une réflexion qui est un peu dans la continuité de ce que je vous indiquais tout à l'heure sur la reconnaissance du lien spirituel à certains environnements. Eh bien, il y a une conception de la propriété et donc du droit de propriété qui est tout à fait singulière dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine, qui considère que finalement l'article 21 de la Convention interaméricaine doit servir aussi à préserver la particularité de cette relation à la Terre,
Et donc prévoir, qui considère donc que certes toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens, mais protéger ça, c'est aussi protéger les fondements les plus importants de la culture des peuples, de leur vie spirituelle, de leur développement économique et finalement de leur intégrité. Donc on voit qu'il y a une interprétation holistique en fait de la notion de propriété qui devient en quelque sorte la coquille assez large qui va englober toute la relation, non plus vraiment à des biens, mais aussi à des biens immatériels et à une relation à son environnement. Donc là, on est dans le domaine finalement... le domaine des liens entre droits de l'homme, droits de la culture, mais aussi sur cet exemple, le cas de l'environnement. Donc là, ça a été par exemple la jurisprudence de la Cour interaméricaine le 17 juin 2005 dans une affaire Yaqui Axa Indigenous Community contre Paraguay. Mais il y a aussi d'autres occurrences jurisprudentielles. Il y a beaucoup de références croisées entre droit international des droits de l'homme et droit international du patrimoine culturel dans les sources elles-mêmes. Ce sont plus les acteurs qui ont tendance à aller piocher dans leur pratique des règles de part et d'autre, peut-être de manière plus fluide que ce qui se fait en matière de protection de l'environnement, mais les sources, elles, restent comme des blocs, en quelque sorte, assez monolithiques et indifférents les uns aux autres. Donc pour ne pas trop abuser de mon temps de parole, je dirais tout simplement à quelques mots de conclusion. Je crois que oui, le droit international de la culture doit être clairement désenclavé. En tout cas, c'est le sens de mon propos. J'espère vous en avoir au moins partiellement convaincu. Par rapport au droit international dans son ensemble, par rapport aux autres disciplines académiques, et aussi pour être plus effectif par rapport au droit interne. Donc je crois que pour l'avenir, il faut vraiment tenter de multiplier les réflexions croisées en doctrine. Enfin moi, personnellement, en tout cas, je vais essayer de m'y attacher et développer aussi au niveau des institutions, des juges, sans doute davantage de dialogue avec des groupes de travail, des modes d'information qui permettraient déjà de mieux percevoir ce qui peut être fait avec les autres droits et ce qui peut être pris aussi de bon dans les autres types de mécanismes et d'institutions. Donc il me semble qu'après sa phase d'affirmation, de création en quelque sorte, de maturation, le droit international de la culture est sans doute arrivé à un moment clé où soit il va rester isolé comme ça et continuer à protéger des éléments, mais on n'arrivera pas à quelque chose de véritablement cohérent, soit au contraire, il faut peut-être se rendre compte qu'il y a une réalité culturelle derrière presque tout. Et que finalement, il faut nécessairement avoir une perception culturelle plus large. Enfin, c'est un auteur qui disait même un caillou peut avoir une signification culturelle, ce que vous allez considérer comme un caillou. Donc en fait, c'est très compliqué de savoir ce qu'on ne peut pas oublier et négliger. Il faut peut-être prendre conscience du fait que la question culturelle est omnisciente et se demander, à l'instar de la discussion sur le génocide, si et dans quelle mesure il faut lui donner une place explicite dans plus d'instruments et jusqu'où il faut aller. Alors, pour terminer sur des politiques qui sont peut-être plus trop à la mode aujourd'hui, mais Mitterrand avait dit tout est culture, en fin de compte, il avait pris ces mots de Jack Lang, et je trouve que dans son discours, finalement, Jack Lang, 17 novembre 81, avait bien formulé la chose en interne, mais c'est la même chose à l'international. Il disait tout est culture, toute action gouvernementale est culturelle, il n'y a pas un seul, mais 44 ministres de la culture dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Et tous les Français, et non pas une seule classe sociale, ont droit à la culture. Je crois que c'est la même chose sur la scène internationale. Il n'y a pas un droit de la culture, il doit y avoir un peu de culture partout. En fait, il y a un peu de questions culturelles dans tous les droits. Et maintenant, il faut voir quelle part on veut leur donner et comment on entend les articuler. Voilà, je vous remercie. Merci.